Bonjour et bienvenue sur le podcast En si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on rencontre Mathieu Dugal, qui est animateur radio de l'émission Moteur de recherche sur Radio-Canada. Et je vous avoue que je connais plutôt bien cette émission, puisque j'y ai travaillé pendant 2 ans et demi en tant que chroniqueuse, ce qui m'a laissé le temps de faire 82 chroniques radio chez eux. L'émission, que je vous invite à écouter par ailleurs, dure une petite heure, tous les jours de la semaine à 19h, ou alors en réécoute quand vous voulez en podcast. Et la façon dont ça se passe, c'est que chaque jour, pour chaque émission, il y a 3 personnes chroniqueurs-chroniqueuses, une personne invitée et Mathieu. Et les termes qui sont abordés, c'est autour de la science, de la technologie, de l'environnement, de la santé, de la consommation, etc., etc. Et tout le principe de l'émission, c'est que les questions viennent du public et sont acheminées à différents chroniqueurs ou chroniqueuses en fonction de leur spécialité. D'où le titre de l'émission, Moteur de recherche. L'émission agit comme un moteur de recherche pour le public. Pendant le temps où Mathieu et moi étions collègues, j'étais assez fascinée par les compétences que ça demande d'être animateur radio. Parce qu'il doit jongler avec le temps, avec le déroulé, les interviews qui sont parfois plus ou moins faciles, le fait de rassurer les personnes qui sont stressées parce que c'est leur première fois par exemple, de s'assurer que le message passe réellement auprès de l'auditoire, tout en essayant de créer une certaine chimie avec ses chroniqueurs et ses chroniqueuses pour que ce soit agréable à écouter. Et encore, ça c'est facile, entre guillemets, quand on est tous et toutes autour d'une table. Mais pendant 2 ans, Radio-Canada a fermé ses portes à cause de la pandémie et on a dû enregistrer nos chroniques depuis chez nous. Et je vous assure que c'était un challenge pas piqué des hannetons. Et on va parler de tout ce que je viens de citer, mais on va aussi parler de la façon dont il se prépare, dont il lit le texte de ses chroniqueurs et ses chroniqueuses, comment est-ce qu'il coupe les chercheurs et chercheuses qui s'étendent un peu trop, comment on n'arrive pas forcément à ressortir la moelle qui est vraiment intéressante d'une interview, du fait de recevoir des plaintes du public, de gérer l'erreur, etc., etc. Je vous avoue que le programme est très chargé aujourd'hui. C'est parfait pour notre dernier épisode de cette première saison du podcast. On se retrouvera sans doute après l'été pour une éventuelle seconde saison, si le cœur vous en dit. Mais je vous laisse profiter de ce dernier épisode qui va vous permettre d'écouter l'expérience passionnante de Mathieu, parce qu'il en parle en si bon terme. Quand je travaillais avec toi en moteur de recherche, à chaque fois, donc je venais faire mes chroniques, mais j'étais assez fascinée par la façon dont tu gérais l'émission. Alors, je n'ai pas énormément d'expérience non plus, où je n'ai pas connu 100 000 animateurs, tout ça. Et donc, j'aimerais te poser des questions sur cette relation d'animateur à chroniqueur et sur le travail d'animateur aussi, particulièrement dans le monde plus tech scientifique, qui a peut-être des spécificités. Et la première chose que j'aimerais te demander, c'est au niveau de la chimie entre l'animateur et le chroniqueur ou la chroniqueuse, parce que je me souviens que tu m'avais dit il faut un petit peu de temps avant de trouver la chimie entre 2 personnes. Qu'est-ce que c'est cette chimie-là? Est-ce que tu arrives à la rendre tangible? Je dirais la chimie dans une émission de radio, je trouve que c'est une des choses les plus fondamentales parce qu'il y a juste la voix et l'autre chose, une émission de radio, c'est peut-être un peu, superficiel de le dire comme ça, mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout le voir comme un show. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment, il faut que l'auditeur sente qu'il est en train de se passer quelque chose. Puis c'est en ce sens-là que j'appelle ça un show. Puis je sais que quand on fait de l'information scientifique, quand on fait de la communication scientifique, quand on fait du journalisme scientifique, des fois, ça a l'air un peu antinomique, le fait de dire qu'on va traiter de choses sérieuses, puis il faut vraiment... Puis bon, je connais la méthode scientifique, je connais comment ça fonctionne dans les labos, puis ça semble vraiment très éloigné, le fait de ramener l'information qui est créée dans un contexte relativement austère qui est celui de la science dans un, entre guillemets, spectacle. Et moi, je trouve qu'il faut trouver justement cette espèce de lieu où la bonne information vient rencontrer le moment parce que, on le sait, par exemple, on l'a vu avec les vaccins, si tu as juste ton bon brin d'ARN, tu ne seras pas capable d'aller
inoculer quelqu'un, d'aller lui faire développer des anticorps contre un virus, ça lui prend un vecteur. Puis dans le cas, en tout cas, des vaccins à ARN, on s'est rendu compte qu'une des choses qui étaient les plus difficiles à faire, c'était véritablement les capsules lipidiques qui ont été capables de mener les brins d'ARN vers leur cible. Puis moi, en tout cas, je vois beaucoup l'émission que je fais comme un peu ça, là, cette capsule lipidique-là qui est capable d'aller porter un message. Mais pour qu'on puisse aller porter un message, il faut, à mon avis, qu'il y ait cette chose qui s'appelle un moment. Parce qu'il faut que les gens t'écoutent. Il faut que les gens aient le goût d'aller t'écouter. Puis ça, il faut rajouter, je dirais, une plus-value à l'information qui est livrée. Parce que moi, personnellement, je m'en fous un peu, je devrais dire, comme auditeur, que ça soit méga dry, puis que ça soit moyennement bien enregistré. Il y a plein de podcasts que j'écoute que c'est ça. Des fois, c'est off-mic. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Puis c'est ça, ça roule carré. Moi, ça me dérange pas. Ça roule carré. J'aime beaucoup cette expression. Parce que nous, ici, au Canada, l'hiver, quand il fait très froid, les roues sont des fois un petit peu, disons, rigides. Ouais. Le caoutchouc est un peu rigide. Je savais pas que ça venait de là. Oui. Okay. Ouais, rouler carré, c'est notamment ça. Là, moi, j'ai connu des moins 40, là, puis les pneus à moins 40, là, tu sens le petit méplat. Ouais. Okay. Donc, bon, quand on fait un podcast pour 4-5 amis, puis dont on sait qu'il ne sera pas diffusé à grande échelle, on peut se permettre, à mon avis, de faire un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi. Puis je pense que les gens qui vont vraiment s'intéresser à ça vont venir t'écouter. Mm-hmm. Puis la forme sera moins importante que le fond. Mais le fait est que nous, on travaille pour un média public, puis on a quand même des exigences d'auditoire. Même si on est une radio publique, il faut aller chercher des gens, il faut que les gens aient le goût de venir nous écouter. Puis c'est là que, justement, à mon avis, la question du contenant devient super importante. Puis le contenant, pour moi, tu l'as bien indiqué, tu l'as bien ciblé. Pour moi, le contenant, ça vient de la chimie. Mm-hmm. Puis la chimie, ben, c'est une chose qui est très difficile à définir. Ça vient de la complicité, ça vient du fait que, à la base, je pense qu'il faut que tu respectes puis que tu aimes profondément les gens qui viennent devant toi. Moi, je pense que si tu n'as pas ce goût-là d'être avec des gens, si tu t'entends pas bien avec les gens, ça paraît toujours. Puis moi, comme animateur, je trouve ça fondamental que, ne serait-ce que par respect pour les gens qui viennent devant moi, que quand la personne vient livrer sa chronique ou qu'il y a une personne qui vient en entrevue, il faut que cette personne-là, au moment où elle est devant toi, soit la personne la plus importante au monde pour toi. Il faut que cette personne-là sente là, que tu veux l'écouter puis que tu bois ses mots. Mais ça veut dire que c'est quelque chose donc c'est de la radio, c'est que de l'audio, mais la relation, la chimie que tu crées avec tes chroniqueurs et tes chroniqueuses, elle se fait au visuel. Ouais. Parce que ça s'entend pas que tu es en train de l'écouter. Ouais, dans la pandémie, c'était atrocement difficile. C'était là que j'allais, ouais. Écoute, c'était tellement dur, puis ça a été difficile durant la pandémie parce qu'on voyait personne. Ouais. Il y a des gens qui faisaient de la radio avec les caméras. Moi, je pouvais pas faire ça parce que dans le fond, le Zoom était branché dans la régie pour qu'on puisse le brancher quand c'était sur Zoom ou Skype ou whatever. Moi, j'avais pas vraiment accès au feed vidéo quand il y en avait un. Puis on sait que des fois, c'était moyennement bon. Il fallait enlever la vidéo pour pouvoir avoir justement meilleur son. Ça a été super difficile, mais en même temps, il y a moyen quand même de l'avoir. C'est sûr que tu le sais, on le fait ensemble. Vous m'envoyez vos notes. Moi, je sais grosso modo où est-ce que vous avez. Vous m'écrivez parfois des relances. Des fois, j'en rajoute pour justement un peu décoincer pour qu'on sente moins le texte. Puis, à ce moment-là, je pense qu'on peut en arriver à un résultat qui est correct, mais ça a été ultra, ultra difficile de pouvoir de faire de la radio digne de ce nom là, dans ce contexte-là. Puis après, ça a été super difficile en plus parce que là, ça a été de retrouver les gens devant soi. Puis sérieux, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile juste de regarder les gens pendant qu'ils me parlaient parce que j'ai passé 2 ans... Littéralement, là, je te mime ce que je faisais. Là, je veux dire, j'avais mon micro comme ça, puis je regardais un peu dans le vide, puis j'avais le texte. Puis là, pendant que vous me parliez, je regardais où est-ce que vous étiez rendu, mais en même temps, il faut vraiment que
tu sois branché sur ce que la personne est en train de te dire à ce moment-là. Là. Ouais, C'est comme tu vis dans le son. Là. Fait que... C'était difficile parce que y a les relances que tu rajoutais. Si on ne le savait pas, je me souviens de cette période-là, si on ne savait pas que tu allais ajouter une relance, on se coupait, on se marchait sur les pieds. Quoi. Et donc, c'était une difficulté là, pendant la pandémie. Puis là, tu perds... Ben, c'est ça, tu perds justement... Tu vois, ce côté-là, le côté... Ben ça, je savais pas que tu allais dire ça, mais là, t'as embarqué, puis c'est ça... Tu as vu que je voulais prendre la parole. Ouais. Puis ça, ça a été super difficile. Mais c'est ça, donc, moi, je pense qu'en tout cas, une émission de radio... Si tu veux que les gens viennent t'écouter puis que les gens prennent plaisir puis sentent pas le temps passer puis qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se... qui est en train... Il y a un moment. Moi, je le vois vraiment comme un moment. Une radio, c'est un moment. Là. C'est comme une photographie. Là. Ça bouge, t'arrêtes la photographie, t'arrêtes le mouvement. Mais pour moi, la radio, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui se passent, mais on dirait que la radio crée cette espèce de bulle-là, puis... T'sais, moi, ça m'arrive souvent, la radio, je veux dire, j'arrête complètement de faire ce que je fais, puis là, je suis juste dans qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se dire. Et c'est pour ça que, à mon avis, il y a un aspect représentation qui est très importante, puis surtout dans la radio en direct. Qu'est-ce que tu appelles l'aspect représentation? Ben, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un spectacle. Dans ce sens-là. C'est ça, on fait une représentation, c'est-à-dire que on est en train de créer ce moment-là, puis c'est très différent du balado. Quand il y a beaucoup de réalisation, puis ça, j'aime beaucoup ça aussi, mais c'est une autre affaire. Ça, c'est, pour moi, la réalisation d'un balado, un balado, on est plus dans une esthétique de réalisateur, tandis que la radio en direct, on est plus dans une esthétique, je dirais, qui s'apparente davantage, à mon avis, là, puis là, je vais mettre beaucoup de guillemets, là, mais au jazz. C'est-à-dire que le jazz... Les musiciens savent grosso modo où est-ce qu'ils s'en vont. Ils savent pas vraiment comment ils vont y aller, mais tout le monde s'écoute beaucoup. Puis, il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis il y a un moment qui est comme qui n'existerait pas autrement, puis qui va jamais exister de la même manière, même si c'est la même personne. On a fait beaucoup de chroniques ensemble. Ouais. Puis à chaque fois, c'est ça, tu sais, il y a des affaires qui se créent dans le moment que c'est juste parce que tu as dit ce mot-là, puis que c'était dans tel contexte, puis là, il y a quelque chose qui se crée. Fait que pour moi, c'est très important comme animateur d'asseoir cette espèce de créer cette espèce de bulle-là, puis de bulle où les gens se sentent d'une part bienvenus, se sentent à l'aise, se sentent écoutés, sentent qu'il y a plein de monde autour de la table qui sont bienveillants. Donc, pour moi, comme animateur, là, il faut installer cette espèce d'atmosphère-là. Il y a une grande partie du travail d'animateur vient du fait que tu réussis à asseoir, à créer ce moment-là. Puis après ça, on dirait qu'il y a plein d'affaires qui pourraient être plus difficiles, qui vont bien se passer parce que il y a ce truc-là. Parce que tu le sais, à moteur de recherche, là, il y a beaucoup de gens qui viennent dont c'est la première expérience de radio. Là. Encore aujourd'hui, c'est ça. Là. Il y a des scientifiques, il y a des jeunes scientifiques. Mais oui, vous recevez mes étudiants. Ah oui, oui. Puis ils sont super bons, là, justement. Ben, forcément, c'est mais c'est ça, mais il y a plein de monde dont c'est les premières expériences. Puis, tu sais, moi, je milite beaucoup pour ça parce que moi-même, j'ai eu ces chances-là là, de pouvoir avoir d'arriver à la radio puis des gens qui ont dit OK, on te fait confiance, parle-nous. Puis moi, je veux donner, redonner aux gens puis leur donner la possibilité d'être dans un contexte comme celui de Radio-Canada. Fait que c'est ça, c'est de créer un moment, c'est d'écouter beaucoup. Puis ça a l'air un peu New Age de dire ça comme ça, mais il faut vraiment que tu aimes les gens qui sont devant toi. Puis il ne faut pas que ça soit factif. Mais je le comprends tout à fait. Puis je pense que c'est vraiment le feeling avec lequel je rentrais dans le studio. Ça s'appelle un studio en radio aussi. Hein. C'est que tu avais l'air content qu'on soit là. Quoi. Et donc ça, je le ressens tout à fait. Et je me demande parce que, tu vois, j'ai l'impression que nous, on a pu créer cette chimie, en tout cas cette connexion-là avant la pandémie. Et puis, pendant les 2 ans de chronique à faire depuis mon bureau, là, c'était beaucoup plus difficile, mais on avait cet antécédent-là qui permettait de s'asseoir là-dessus. Ouais. Est-ce que vous avez, à cause de ça, recruté moins de personnes pendant les 2 ans de pandémie parce que c'était trop dur de créer cette chimie-là, ce moment-là? C'est une bonne question. Je serais curieux de voir les statistiques. Je me suis pas arrêté à ces statistiques-là. Et je dirais qu'une des choses dont je suis le plus fier de moteur de recherche, c'est que
le core de l'émission avec qui on a commencé est encore là. Puis les gens qui sont partis, les gens sont pas partis en mauvais termes. T'sais, comme toi, t'es parti parce que tu avais juste comme trop de travail ailleurs. Puis, je suis conscient aussi que nous, c'est pas des cachets de télé qu'on paie, là. C'est vraiment... Même les cachets de télé, ouais. je pense pas que ce soit beaucoup mieux. Mais, oui, c'est quand même... Ouais, c'est un peu plus, là. Mais bon, ouais? oui, Okay. oui, pour Radio-Canada, en tout cas. Ouais. Mais donc, c'est ça. Donc, le corps de l'émission est resté là. Donc, le roulement est relativement faible. On a recruté, oui, quelques personnes durant la pandémie. C'était très drôle, d'ailleurs, parce que ces gens-là ont commencé dans le pire contexte qui soit. C'est-à-dire, d'une part, le stress pas possible dans lequel on a vécu pendant 2 ans et plus. Après ça, de commencer un nouveau travail, comme tu le dis, tu es dans le sous-sol chez toi, l'atmosphère, c'est zéro, là. Il n'y en a pas, là. Puis c'est un travail qui est difficile, tu le sais, c'est ardu, faire de la vulgarisation. Des fois, les questions sont vraiment très bizarres, là. C'est des questions, justement, du grand public, puis on les voit pas venir, puis... Après ça, il faut rendre ça de manière vivante, avec de la complicité. Donc, le niveau de difficulté, là, il était là. Puis on a fait des scores de cas d'écoute comme incroyables en pandémie. Évidemment, tout le monde était à la maison, puis ça aide, évidemment. Ça nous a donné un gros coup de pouce. Mais on a gardé beaucoup de ces codes d'écoute-là, même après la pandémie. Puis encore aujourd'hui, là, ça va super bien, les codes d'écoute. Puis les gens qui ont commencé durant la pandémie, ils ont tous continué après. Là. Il y a personne qui a commencé durant la pandémie puis qui sont partis, qu'on n'a jamais vu en studio. Là. C'est que ça, déjà, là, c'est chouette. Ouais. Puis en fait, ce qui était très cool, c'est qu'une fois que ces gens-là sont venus en studio, là, ils se sont dit, mais my God, c'est donc bien facile de faire de la radio, tu sais, parce que là, t'es dans la pire situation, puis là, t'arrives finalement le real deal, puis il y a des gens autour de toi, puis tu sais, quand tu fais une blague, le monde rit, puis les gens réagissent, puis tu vois, il y a quand même 3-4 personnes qui sont assises, puis qui t'écoutent, puis tu sais, c'est quand même, c'est le fun, là, faire ça, là, je veux dire, c'est... Tu te sens important, puis tu sens que ton travail vaut quelque chose. Puis, il y a un aspect communauté aussi. Ben oui, il y a expérience de groupe. Tandis que quand on était sur Skype, là, il n'y avait pas du tout cette expérience-là. Puis tu sais, toi, tu as la chance d'avoir un vrai studio, là, mais il y a des gens là, qui étaient littéralement dans leur garde-robe. Ben oui, Gabrielle, notre collaboratrice, parce que c'était écho chez elle, puis le seul endroit qui avait un peu un son de studio, c'était dans son garde-robe, et elle avait une chaise qu'elle avait amenée dans son garde-robe, puis elle fermait la porte, elle était comme sous ses vêtements, avec son micro, son ordinateur, puis ça sonnait super bien, mais je sais, c'est comme la radio la plus jungle, ghetto que tu peux imaginer. Là. Fait que c'est ça qu'après ça, d'arriver en studio, là, le niveau de difficulté était tellement grand là, qu'après ça, on dirait que ça a fait que... C'est facile. C'était facile, exactement. Ouais, exactement. Et tu disais que quand tu fais attention à être hyper concentré et à être avec la personne à ce moment-là, mais toi, tu n'as pas que ça à gérer. Tu as à gérer le temps, tu as à gérer le déroulé de l'émission, tu as à gérer le fait que la personne s'exprime bien, et puis tout ça. Donc, est-ce que tu arrives vraiment à être si concentré que ça, ou c'est parce que tu as lu la chronique en amont que finalement Bref, comment tu gères d'avoir toutes ces tâches-là en même temps? Puis j'en rajouterais une tâche, il faut aussi que tu te mettes à la place de l'auditeur tout le temps. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont dites que toi, comme personne, tu comprends très bien parce que tu es rendu à un niveau X, Y, Z de la science dans la personne te parle. Puis je suis absolument pas un spécialiste dans aucune des sciences, mais j'ai quand même, disons, je suis un généraliste qui en connaît un petit peu sur tout. Fait qu'il y a des choses que moi, je comprends très bien, mais à propos desquelles il faut que je me dise qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas compris cette chose-là. Fait qu'il faut tout le temps se mettre dans la tête qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée 2 minutes avant que le sujet commence, là, on va leur parler. Je me souviens quand tu avais parlé de ton travail comme technicienne dans l'IRM. C'était super, c'était méga intéressant, mais en même temps, il y a des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi un IRM 2 minutes avant. Puis là, 2 minutes après, il faut que tu les intéresses à ça, puis qu'ils se disent, OK, je vais passer 10 minutes à écouter ça parce que c'est intéressant, là.
Mais en même temps, il ne faut pas que tu les perdes, ces gens-là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont comme toi, tu sais, c'est comme, tu le sais, tu les réparais, ces machines-là. Fait que tu les connaissais. Je les réparais pas. En tout cas, je faisais mes expériences dans un IRM. Mais tu avais raconté que tu étais quand même. Tu manipulais dans un oui, IRM. c'est ça. Je manipulais pas l'IRM. Oui, mais disons que tu avais une connaissance de la machine quand même. beaucoup plus intime que la plupart des gens, je te l'accorde. Oui. des gens. Fait qu'il faut toujours comme que toi, tu sois un peu l'interface entre le public puis la personne qui en connaît beaucoup. Puis si la personne, mettons, ses métaphores sont peut-être pas assez claires, il faut que tu sois là aussi pour faire ça. Fait que donc, oui, il faut vraiment que tu lises les textes, il faut que tu documentes comme ma journée là, est passée en grande partie à faire ça. C'est regarder comme où la personne s'en va. Moi, je me mets des notes tout le temps. J'utilise, moi, le papier. Vraiment, c'est mon outil. Là, parce que je souligne, je me mets des notes, je me mets des relances. Ici, souvent, je vais mettre, mettons, quand quelque chose de pas clair, je vais mettre un petit point d'interrogation. Puis là, quand la personne va le dire, si, mettons, c'est pas plus clair que quand je l'avais lu, je vais demander, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Donc, fait que dans le fond, c'est ça, c'est comme ma partition. Mais ça, c'est des notes que tu gardes pour toi. Tu les partages pas avec les chroniqueurs et chroniqueuses, c'est ça? Non, parce que je veux garder aussi une forme. Tu sais, c'est très délicat. Parce que c'est sûr que je pourrais renvoyer ça aux chroniqueurs. Mais en même temps, j'aime pas les émissions qui sont trop scriptées. Puis je trouve qu'il y a des balados. C'est vrai que des fois, on entend quand quelqu'un lit un texte. Hein. Oui. Puis c'est sûr que quand ton balado est très scripté puis que tu as un réalisateur qui travaille dessus, c'est un peu moins grave si la personne lit un texte. Tu sais, tu peux travailler dedans. Tu mets juste une phrase, t'arrêtes, tu mets un petit peu de musique. Tu sais, mais quand... Pour moi, la radio, c'est oui, pour moi, c'est surtout dans les rubriques scientifiques, dans les chroniques scientifiques puis dans les entrevues, si tu sais pas où tu t'en vas, ça peut être très, très lourd. Fait qu'il faut que tu aies une idée, grosso modo, d'où la personne va, mais si c'est trop lu, à mon avis, ça devient un peu plate. Puis il faut sortir un peu. Puis c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut rester dans le texte, mais il faut sortir un peu du texte. Fait que c'est pour ça que souvent, je me mettais des relances. Puis c'est pour ça que quand on parlait de chimie, tu sais, c'est qu'il y a des choses que je sais, par exemple, que tu vas être capable de nous en dire beaucoup. D'autres moins. Fait que c'est sûr que je pense que les premières chroniques, ça me surprendrait que les premières fois que tu es venu à l'émission, que je sortais beaucoup du texte. Et bien, je te dirais que tu sortais plus du texte dans les premières émissions que dans les dernières. Ouais. Ah ouais? Mais c'est parce que je pense que j'avais pas forcément compris comment est-ce que tu organisais les choses et qu'à la fin, je savais exactement comment tu organisais les choses et que c'était facile pour moi. Okay. Et je me souviens, plusieurs fois, tu m'avais fait au début, dans mes premières chroniques, où tu sautais toute une section et pour m'amener aux trois quarts à la fin, alors que j'étais au premier tiers. Et donc, il y a eu plusieurs fois comme ça où je me suis dit, OK, bon, donc là, ça n'a pas marché. C'est peut-être une question de temps. Il faut que je change quelque chose. Ouais. Non, parce que j'avais le temps. Ah ouais. Et donc, je me souviens que... Écoute, ça m'étonne. Je serais curieux d'aller les réécouter. Je ne saurais pas te dire lesquels c'était, par exemple. OK. Mais parce que j'avais réussi à rebondir. Excuse-moi, d'ailleurs. Non, mais effectivement, c'est... mais je te dirais que c'est quelque chose que je fais assez peu, parce que surtout quand c'est des... En tout cas, c'est pas volontaire, quoi, j'imagine. Ben, probablement pas. Ça se peut que ce soit une erreur aussi, parce que je veux dire que surtout pour les premiers... la toute première, c'est sûr que tu as été genre bail de boucle. Mais je te dirais, dans les 10 premières, on en a fait plus de 80 ensemble. Quand même. Quand même, hein? Wow. On en a fait 82, j'avais compté. Wow. Et dans les 10 premières, je dirais que ça m'est arrivé 2-3 fois que tu changes de section. Et du coup, je répondais à la section, mais en intégrant la partie d'avant. Et je mélangeais comme ça. OK. Parce que j'étais OK avec l'impro. Mais... Ben écoute, je serais curieux d'aller les réentendre, ces chroniques-là. Je pense pas que je t'entende. Parce que, en tout cas, bravo de l'avoir repris comme ça. Mais effectivement, moi, je pense que c'est important qu'on puisse sortir du texte. Puis aussi, je dirais que il faut aussi se mouler. Puis tu vois, là, comme probablement que je ne l'ai pas bien fait, mais il faut se mouler aussi à ce que la personne... fait, parce que c'est pas tout le monde qui travaille de la même manière. Puis, tu sais, moi, chacune de vos chroniques sont pas écrites de la même manière, sont même pas, évidemment, sont pas présentées de la même manière. Puis moi, je tiens beaucoup à ce que les chroniqueurs puissent se sentir à l'aise dans leur texte. Je sais qu'il y a des animateurs que c'est la même police, la même grosseur, puis tout le monde a la chronique faite de la même manière. Puis moi, je veux dire,
vous êtes toutes et tous des professionnels, là, fait que ça me dérange pas que un soit une police plus petite, plus grande, si la personne est à l'aise avec ça. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'à un moment donné, ça sort carrément de ce qui... Ça peut sortir de ce qui est présentable, mais c'est jamais arrivé. Là, écoute, on est rendu à 3300, 3400 questions répondues là, depuis 5 ans. Là. Fait que c'est pas arrivé souvent là, qu'il y a des textes, c'était n'importe quoi, puis qu'il fallait reprendre. Mais c'est ça. Fait que c'est toujours... Il faut se mouler à la personne, il faut la faire sortir de son texte, il faut que, dans le fond, l'information soit là, mais qu'il y a un aspect, justement, où on sent que la personne nous raconte une histoire. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est important de faire. Fait que... Est-ce que quand une personne, ça s'entend qu'elle est en train de lire son texte, tu vas faire exprès de changer un tout petit peu la forme de la question pour qu'elle puisse pas commencer exactement de la forme prévue? Ça arrive. Puis tu sais, des fois, les relances, ben c'est sûr que des fois, il y a des relances, par exemple, où la personne m'écrit une relance comme si je connaissais pas du tout, par exemple, ce sujet-là. Ouais. Et puis là, tu veux pas passer pour être trop bête. Non, c'est ça. Mais on peut aussi le faire, ça dépend. Mais tu sais, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, par exemple, le fait, au lieu d'y aller avec la forme interrogative, je vais dire, on sait que, telle chose, depuis longtemps, ça se passe, puis, mais qu'est-ce qui est en train de changer là-dedans? Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, je vais le changer un petit peu. Puis, fait que c'est sûr que ça permet aussi, je pense, de sortir un petit peu là, du question-réponse, qui, cela dit, super important parce que c'est sûr que... C'est une conversation. Ouais, c'est ça. Puis il faut... on a quand même une information à passer. C'est pas juste une discussion. Fait que c'est une grosse différence aussi avec les balados en général où tu as du temps, là. Le temps n'est pas une question. Mais moi, j'ai un chrono, là, puis ça part de 53 minutes au début de l'heure. Puis ça descend. Puis je veux dire, si je commence à... Puis tu l'as vu des fois, là, on prend trop de temps au début de l'émission, puis que les gens qui arrivent à la fin vont souffrir parce que leur chronique est amputée de 1-2 minutes. C'est ça. On a dans le casque, Viviane, on fera pas ton onglet. Ouais. On fait sauter des choses à la fin. Puis c'est pour ça que c'est un défi, là, justement, de respecter tes timings parce que t'as pas... C'est pas infini, là. Justement, sur le timing, j'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que des fois, parce que donc il y a les chroniqueurs, et puis il y a aussi des personnes expertes à qui tu parles, qui elles n'ont pas de texte, elles ont eu une pré-entrevue, vous savez de quoi vous allez parler, mais elle ne sait pas exactement comment tu vas formuler les questions, donc elle a pas de texte. Non. Et puis cette personne-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui était vraiment très difficile à comprendre, que ce soit pour des raisons de vulgarisation ou peut-être pour des raisons techniques, de couper court et d'essayer de gagner du temps ailleurs? Oui, ça arrive. Okay. Oui, ça arrive. Pas souvent parce que les recherchistes font quand même un super travail. Là. Je dois dire que, écoute, on a 4 recherchistes à moteur de recherche puis ils sont extraordinaires. Là. Ils nous trouvent des gens, mais comme des affaires là, nichées de chez nichées, là, puis ils réussissent à trouver les bonnes personnes. Donc, recherchistes, pour résumer leur travail en quelques secondes? C'est des gens, en fait, on en a 4 à l'émission. Ce qu'elles font, parce que ce sont toutes des filles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont compiler les questions qu'on reçoit, ce qui est énorme. On en reçoit des dizaines par semaine. On a un fichier Excel qui est énorme, puis les questions sont répertoriées par thème, type de science. Et là, avec ces questions-là, il faut faire rentrer ça dans l'horaire de moteur de recherche. On est du lundi au vendredi. L'émission dure 1 heure. 4 questions par jour. 4 questions. Il y a 3 chroniqueurs, un invité. Là, par exemple, je dis n'importe quoi, mais on a une question sur les trous noirs. Bon, les trous noirs, on a 3 collaboratrices qui peuvent répondre à ces questions-là. Il y en a une qui vient aux 3 semaines, une qui vient aux 4 semaines, un qui vient aux 6 semaines. Celui qui vient aux 6 semaines vient juste de passer. Il répondait à une question sur les trous noirs. Fait qu'on va pas faire la même affaire avec lui dans 6 semaines. Fait que là, on donne ça à une autre personne. Donc, c'est vraiment une espèce de courte pointe qui est énorme. Là. Donc, on a des milliers de questions en banque. On a une 50aine de collaborateurs. Et là, c'est de faire en sorte que, d'une part, on n'ait pas 5 fois des questions de biologie ou 4 questions de biologie dans la même émission. Il faut trouver des invités. Il y a des questions
pour lesquels on n'a encore jamais invité de gens, parce qu'il y a plein de disciplines pour lesquelles on n'a pas reçu des gens, malgré le fait qu'on a répondu à plus de 3000 questions. Fait que là, c'est trouver des gens, le cas échéant. On a un ratio aussi homme-femme. On est une émission paritaire depuis les débuts. Fait que ça, c'est bien important. Puis on calcule ça à la semaine pour pas être pris au bout du mois où on a 70% d'hommes puis 30% de femmes ou l'inverse. Donc, ça s'équilibre à l'échelle de la semaine. Oui, à chaque semaine. Fait que là, on dit, mais là, on pourrait inviter mettons qu'on a trouvé un chercheur, mais que là, on est en déficit de gars ou le contraire. On a trouvé une chercheuse, mais là, on a trop de femmes. Ben là, c'est ça. C'est un autre truc qu'il faut rajouter. Est-ce que tu te comptes comme homme ou c'est juste dans les personnes qui... Dans les invités. Dans les personnes invités. Dans les invités. Oui, ben, c'est-à-dire que oui, c'est les invités qu'on calcule. C'est un travail qui est quand même assez colossal parce que aussi... Il y a des chroniqueurs dont c'est les premières armes. Il y en a qui sont vraiment extrêmement chevronnés. On ne va pas reviser leurs chroniques. Il y en a qui le sont moins. Des fois, les chroniques sont un peu revisées. Pour les invités, bien évidemment, c'est des dossiers de recherche qui sont quand même assez tartinés. Là. Il y a plusieurs... Donc, les dossiers de recherche, là, c'est les recherchistes qui les écrivent. Oui. Donc, il y a les verbatines des pré-entrevues. Il y a les thèmes, les différents thèmes qu'on peut aborder. Évidemment, on ne passera pas au travers de ces thèmes-là. Après ça, il y a une revue de presse. Donc, c'est toujours quand même des bons dossiers de recherche. Là, je dirais que par jour, c'est un bon dossier de 20-25 pages. Quand même. Donc, avec le verbatim, plus le dossier de presse, donc plein d'articles en lien avec ça. Plus les chroniques des chroniqueurs. Puis ça, c'est sûr que moi, je vais me renseigner aussi sur les sujets à l'extérieur de ce que les chroniqueurs nous envoient. Fait que ça fait quand même des bonnes émissions. Puis c'est sûr aussi, c'est de lier tout ça, là, qui est aussi un défi. Mais c'est ça, c'est une émission qui demande beaucoup de tête là, pour se réaliser là, parce que c'est une courte pointe assez complexe. On a fait un bon détour, du coup je reviens à la question initiale, maintenant qu'on sait ce que c'est les recherchistes qui préparent donc le dossier de recherche des invités, sur le fait que toi tu dois gérer que l'invité soit bon à parler, etc. Donc sur le fait, est-ce que ça t'était déjà arrivé de couper court à une entrevue quoi? Oui, ça arrive quelquefois. Ça arrive quelquefois, évidemment les gens ne le savent pas, là. On ne va pas leur dire on a coupé parce qu'on est arrivé au bout, mais oui, ça peut arriver, c'est rare. Je dirais que 95% des entrevues, on coupe, on arrête, puis on est comme sur notre fin parce qu'on voulait en savoir plus. C'est toujours mieux comme ça, cela dit, parce que quand tu arrives à la fin d'une entrevue puis tu te dis « Ah, c'est déjà fini. Merde, j'en voulais plus. » C'est plus le fun que tu le fermes parce que c'est plate. Là. Puis dans ce temps-là, comment est-ce que tu fais pour réajuster le reste de l'émission? C'est pas très difficile parce que généralement, tu le sais, hein, les chroniques, c'est rare qu'on réussisse, même quand on a bien ciblé tout ce qu'on veut dire. Ça arrive des fois qu'on fait sauter quelques paragraphes. Ça arrive quelquefois, justement, qu'on saute par-dessus une section parce qu'on sait qu'il faut aller se rendre à la fin. C'est jamais arrivé là, qu'on arrive à la fin d'une émission puis qu'on a comme 2 minutes puis on ne sait plus quoi dire. Là. Mais ne serait-ce que parce qu'il y a cette chimie-là. Donc, tu peux juste parler avec les chroniqueurs et chroniqueuses. Puis c'est ça, tu le sais. Je veux dire, on pose une question puis vous pouvez partir sur à peu près tout. Puis on a vraiment des collaborateurs de feu. Là. On a des gens qui sont des méga références dans leur domaine. Là. On a des vulgarisateurs scientifiques, des communicateurs scientifiques, des journalistes scientifiques, on a des chroniqueurs scientifiques, on a des scientifiques qui font de la chronique scientifique. Fait que c'est ça, c'est comme toujours, c'est plein de profils différents. Des gens quand même renommés. Là, notre plus connu, là, c'est Farah Alibé. Tout le monde la connaît. Je ne savais même pas qu'elle faisait des chroniqueurs. Oui, rendue chroniqueuse... quand même assez relativement régulière parce qu'on sait qu'elle a un bon horaire. Mais on l'avait reçu en grand entretien. Je l'avais reçu en grand entretien pour la journée des droits des femmes. J'avais fait 1 heure d'entrevue avec, puis on avait une super bonne chimie. Puis après ça, une de nos recherchistes lui a proposé de dire « Écoute, ça te tente de venir jaser de l'aérospatiale. » Puis c'est quand même chouette. Quand on a des questions, par exemple, sur les sondes puis tout ça, on a quand même Farah Alibé qui répond. C'est chouette. Puis ça, c'est une qui est très connue, mais on en a d'autres. Là, des spécialistes, par exemple, du métabolisme qui publient littéralement dans les grands magazines.
peer review, ben il y en a plein qui sont chroniqueurs là, à l'émission. Puis, tu sais, je veux dire, quand ils parlent de ce sujet-là, ben c'est les précis, gens, je veux dire, c'est ouais. les gens qui sont sur leur X là, profondément. Puis, il y en a plein aussi qui sont aussi accessoirement d'excellents communicateurs. Ouais. Là. Moi, je me pince. Là. C'est pour ça que je te dis, tu dis, on sent que tu es content quand les gens arrivent dans le studio, mais moi, je me pince à tous les jours là, parce que Ouais. je veux dire, je suis comme avec la crème de la vulgarisation du journalisme puis de la communication scientifique. Là, c'est quand même chouette. Je veux dire, moi, le matin, je me lève, je reçois mes dossiers de recherche, j'ai les entrevues avec des top chercheurs, j'ai des super, des grandes vulgarisatrices, des grands vulgarisateurs qui ont fait plein d'heures de recherche. Moi, je lis des dossiers, comme tout est... On a tout enlevé les trucs pas poches. C'est comme la substantifique moelle, tu sais. Fait écoute, je veux dire, moi, je suis réellement heureux, là. Je suis jamais rentré. On est rendu à 800 émissions à moteur de recherche, puis je suis jamais rentré un matin où j'avais pas le goût d'être là. C'est beau, hein? C'est très, très beau. Je reviens toujours sur ma question de la gestion du temps, et cette fois-ci dans le sens inverse, parce qu'il y a un truc que tu fais très bien, c'est que tu arrives à couper les gens quand ils sont trop longs, mais sans vexer, sans être agressif ou quoi. Et puis à chaque fois que je m'en suis rendu compte, j'étais là comme « Ah, c'était smooth ». Et donc, comment est-ce que tu fais ça? Je te dirais que c'est... je l'ai pas... Mais merci pour la question. J'ai jamais vraiment comme réfléchi à ça, je te dirais. Okay. C'est pas quelque chose que j'ai objectivé. C'est plus un genre, j'oserais dire, de l'art de la conversation. Là. Je pense que c'est quelque chose que tu développes. C'est comme une seconde nature que tu développes parce que tu n'as comme pas le choix. Le chrono descend. Là. Fait que si tu fais juste comme ça, stop, arrêtez, ben c'est bizarre. Ouais. Fait que je te dirais que c'est une bonne question. Je vais essayer de te demander comment est-ce que de me regarder quand je fais ça, mais puis la personne le sait aussi. Tu sais, aussi c'est un contexte où les gens savent qu'on nage pas dans le temps. Là, c'est ça. Là, c'est comme moi j'aimerais ça des fois faire juste un podcast là, comme on a 3 heures, on prend 3. Si on prend 2 heures, on prend 2 heures. Si on prend 3 heures, on prend 3 heures. Des fois, je suis jaloux des gens que j'écoute parce que je me dis, fuck, ils ont tellement de temps, ils peuvent prendre le temps de faire des méga, des digressions, des grandes parenthèses qui durent 20 minutes. Après ça, tu reviens dans ton... Fait, bon, peut-être un jour, je vais pouvoir le faire, mais... en indépendant, ça se marche toujours. Oui, oui, effectivement. Mais tu vois, c'est ça. Là, t'as comme pas le choix de, je pense, développer cette seconde nature-là. Mais je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça t'est arrivé des fois, à la fin d'une entrevue, où t'es hyper frustré parce que le moment super intéressant, il commence à 30 minutes, à 30 secondes de la toute fin, et du coup, tu manges un petit peu quand même sur le... oui, mais ça arrive souvent que j'ai l'impression de manquer des entrevues. Là. Ah ouais? Ouais. Des fois, j'ai l'impression qu'on est passé comme un peu à côté de la question qui nous est parce qu'on part toujours des questions des auditeurs. Puis c'est une autre particularité de moteur de recherche. Parce que, tu sais, moi, mettons que si j'avais un spécialiste X, Y, Z devant moi, c'est probablement pas ce genre de questions-là que je lui poserais. Fait que il y a quand même une forme d'abnégation parce qu'il faut comme que tu t'effaces d'une certaine manière, que tu effaces ton interrogation comme derrière celle des auditrices et des auditeurs, qui sont vraiment comme un peu les rédac-chefs de moteurs de recherche d'une certaine manière, parce que c'est eux qui décident des questions, des angles qu'on va aborder, tu sais, fait que c'est quand même c'est intéressant, je trouve que c'est une belle figure imposée d'une certaine manière. Tout à fait, Puis au début, moi je le voyais un peu comme un carcan, puis je me disais merde, tu sais, moi j'ai plein de sujets que je connais à fond, puis il y a des sujets que il y a des sujets que j'adore, puis on n'en a jamais parlé à l'émission. Envoie une question. Ben c'est ça, il faudrait que je me crée des non, mais c'est ça, il y a c'est quand puis il y a aucun de mes collègues qui fait ça. Tu sais, tous mes collègues là, c'est sûr que les émissions, il y a des sujets dont ils veulent parler, puis ils vont dire, OK, on va inviter un tel, puis ils le font, tu sais. Mais nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis en même temps, ben, c'est chouette parce que les auditeurs, ben, ils se reconnaissent, ils savent qu'on les écoute, qu'on lit leurs questions, puis qu'on les met en avant, puis on en invite des fois en studio. Fait que c'est ça, il y a des petits deuils qu'il faut faire. Puis oui, pour répondre à ta question, ça arrive des fois que j'ai l'impression que j'ai pas été comme bullseye
en lien avec la question que la personne nous a demandé, ou que je me rends compte a posteriori qu'il y a des aspects du dossier de recherche que j'ai comme... Soit que j'ai oublié d'en parler, soit que j'ai pas eu le temps. Fait que, tu sais, c'est des émissions dont je suis vraiment 100%... à propos desquelles je suis 100% content, là, tu sais. Il n'y en a pas tant que ça, mais je te dirais que, tu sais, quand on se rapproche du sang, là, ben, c'est le fun. Puis en même temps, c'est sûr que l'autre chose qu'il faut se dire, puis ça, c'est pour les chroniqueurs, c'est la même affaire. Tu sais, des fois, les chroniqueurs disent « Ah, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. » Mais les gens, là, ils le savent pas à l'autre bout, tu sais. Fait que ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Fait que c'est sûr qu'il faut aussi se dire que, tu sais, si les gens ont réussi à comprendre l'idée générale derrière la question, la réponse qu'on donne, puis quand on pose une question sur, je sais pas, on a eu une question sur les shakes protéinés, là, cette semaine. Ben, si la personne comprend l'idée générale que c'est pas si essentiel que ça, puis si tu t'alimentes bien, puis que tu fais du sport modérément, puis que t'es pas un Olympien ou une Olympienne, ben t'en as peut-être pas si besoin que ça, malgré le fait qu'il y a plein d'influenceurs sur TikTok qui en font la réclame. Ben, si t'as compris ça, c'est correct. Après ça, les détails, ben tu pourras peut-être aller faire ta recherche après. Mais oui, c'est sûr que ça arrive... Mais il y a aussi le fait qui est pas que de ton fait, qui est qu'une personne qui n'est pas habituée à être en entrevue, ça lui prend un temps de chauffe aussi. Mais le temps de chauffe, il vient avant l'émission, souvent. Mais tu as toujours les invités avant? Il arrive une dizaine de minutes. Ouais, avant les chroniqueurs, chroniqueuses. Chroniqueurs invités, c'est ça. Ça arrive, on commence à 5h06. Généralement, les gens sont là à entre moins 10. C'est sûr que c'est pas énorme, mais en même temps, tu sais, quand on a 10 minutes de pouvoir jaser, puis que la personne voit un peu l'ambiance, puis elle se rend compte que, tu sais, c'est vraiment comme, c'est relax, puis, tu sais, puis souvent, puis ça, c'est une chose dont je suis très content. Si je peux, entre guillemets, m'enorgueillir d'une affaire, c'est de donner des micros pour la première fois, puis que les gens sont contents d'être passés, puis ils se rendent compte à la fin de l'entrevue que, wow, OK, genre, je pensais que ça serait vraiment stressant, puis finalement, ça ne l'était pas tant que ça, là. Ça, je suis vraiment contente de ça. Je trouve que c'est important de briser la glace. Il ne faut pas oublier qu'il y a des chercheurs aussi, là, si, mettons, ils ont une mauvaise expérience la première fois qu'ils viennent donner une entrevue, là, ça se peut que, genre, ils arrêtent d'en donner, puis ça, c'est dommage. Moi, ma première expérience, c'était une très mauvaise expérience. Hein? À la radio? À la radio. Ah ouais? C'était pas avec toi. OK. C'était, je ne dirais pas laquelle, j'ai pas envie de pointer du doigt non plus, mais c'était quand j'avais gagné ma thèse en 180 secondes en 2012. Et il y avait la radio qui était là et il m'avait demandé de refaire ma chronique, de refaire ma prestation en 3 minutes à la radio. Et donc, moi, la prestation de ma thèse en 180 secondes, j'avais un public, donc je regardais mon public. Parce que pour avoir cet échange-là, tu n'as pas du tout la même voix quand tu parles à quelqu'un ou quand tu es dans ta tête. Et donc, il y avait juste l'animateur et moi, puis le public qui était dans un angle où je ne pouvais pas voir parce qu'il m'avait placé d'une façon où je ne pouvais pas voir. Donc, je pouvais parler que à l'animateur. Puis l'animateur, il a fait autre chose pendant mes 3 minutes. Il parlait à d'autres mondes, il organisait la suite. C'est dégueulasse. C'était horrible. C'est horrible. J'ai fini 15 secondes plus tôt sur un mathèse en 180 secondes où tu as 180 secondes, tu finis en 180 secondes. Et là, j'ai fini 15 secondes plus tôt. Donc, je comprends cette première expérience. Il n'y a rien de pire. C'était horrible. Que de parler à quelqu'un qui ne te regarde pas. Moi, ça m'est arrivé aussi, puis je n'aimerais personne. Là, mais comme, sérieux, t'es animateur de radio, là, you had one job, là. Oui, il y a des gens qui te parlent dans ton oreille, mais il faut que la personne, là, elle soit importante, là. Faut que c'est une conversation, là. Il faut que tu regardes la personne. Il faut que tu apprécies ce qu'elle te dit. Il faut que tu sois comme... T'es son premier auditoire, là. Je veux dire, sincèrement, là, pour moi, ça, c'est des cas de très gros talk, là. Je veux dire, si j'étais boss, là, moi, c'est des affaires, je dis, garde, tes invités, là, si tu les aimes pas, ben, fais pas de radio, ben, change de job, ou bien, tu sais, je veux dire, tu peux pas, c'est une faute. Pour moi, c'est une faute professionnelle grave. Là, à ce point-là. Oui, non, mais c'est... Parce que je me suis demandé si c'était la norme, finalement. Parce que l'animateur, il est... tu vois, c'est pour ça que j'étais intéressée aussi par ce travail d'animateur et où je sais pas si c'était une norme dans le pool des animateurs, mais où c'est finalement, l'animateur, il donne juste la parole quand il faut et puis il fait autre chose, il organise le temps entre deux. Non. C'est comme... Ben, encore là, ça dépend du contexte. Parce que, par exemple, ça, je ne l'ai jamais fait, mais je comprends que dans certains contextes, ce pourrait être différent. Émission spéciale, il y a un tremblement de terre,
il y a des inondations, tu t'en vas en ondes, c'est le branle-bas de combat. J'ai déjà travaillé à RDI, pas à la télévision. J'écrivais des textes, puis je voyais justement des situations où tu es en direct, là, puis ça se passe là. Mais c'est sûr que le chroniqueur, ça se peut qu'il parle, ou le journaliste, puis l'animateur, là, il n'est pas là du tout, parce qu'il est en train de se faire dire que là, dans 15 secondes, on va aller joindre quelqu'un à New York. Puis ça, mais c'est de la nouvelle, là. C'est pas la même affaire. C'est pas la même chose du tout, là. Je veux dire, quand tu fais de la radio comme on le fait, tu n'as pas d'excuses là, pour pas écouter tes gens. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de donner des micros pour une première fois, puis que les gens viennent, puis qu'ils se disent « Hey, wow, OK, j'ai peut-être ce talent-là. » Puis surtout actuellement, puis tu le sais là, mieux que moi, là, c'est important d'aller, entre guillemets, convertir des gens à la pensée critique, à la pensée scientifique. Tu sais, ça prend de plus en plus de gens qui pratiquent ce métier-là dans le monde scientifique. Là, tu peux plus juste être chercheur dans ton labo, faire tes affaires, puis après ça, t'en aller chez toi. Là. C'est comme... Il y en a moins. Il y en a moins, mais comme sincèrement, là, je veux dire, c'est tellement critique, la crise de la vérité ces jours-ci, que si les scientifiques sont pas là, je veux dire, on est vraiment mal pris. Là. Fait que c'est pour ça que d'avoir des jeunes ou des gens plus âgés, mais qui l'ont jamais fait, puis qui se rendent compte qu'ils sont meilleurs qu'ils pensent. Là. C'est important de donner des premières expériences, puis que les gens se sentent à l'aise, se sentent écoutés, se sentent respectés, sentent qu'ils ont quelque chose à dire, puis ils se réécoutent après, puis ils font comme « Oh, OK, genre, c'est quand même bon. » là. Mais alors, justement, c'est quoi qui fait c'est quelles caractéristiques, c'est quelles qualités que tu vas chercher dans un chroniqueur ou une chroniqueuse qui fait que cette personne, ah ouais, on veut la voir toutes les semaines? Ben, il n'y a pas une qualité. Je dirais qu'il y a des qualités. Ben, c'est sûr qu'on s'entend, là, la rigueur, tout ça, là, ça, c'est... C'est le minimum syndical. Ça, c'est le minimum. Je veux dire, je suis même... les gens qui viennent à l'émission, c'est parce qu'ils ont passé ce test-là. C'est comme quand tu joues dans un orchestre... Ma sœur est violoniste dans un orchestre symphonique, puis je veux dire, si tu connais pas tes gammes, tes arpèges, oublie ça, là. Je veux dire, comme ça, c'est la base. Tu peux même pas postuler. Mais non, c'est ça. C'est comme, faut que tu sois capable d'être par-dessus ça. Fait qu'une fois que tu as ça, c'est juste le plaisir de communiquer. Il faut que la personne ait du fun en studio. C'est arrivé quelquefois, je dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a quelques personnes qui sont parties parce qu'ils ont senti que ils se sentaient peut-être un peu moins à l'aise. C'était pas pour eux, ce type de communication-là. C'est arrivé quelquefois. C'est arrivé quelquefois. Des gens qui se sentaient comme plus ou moins à l'aise, puis qu'ils se sont rendus compte que la communication, c'était moins pour eux. Mais dans le fond, la qualité, rigueur, tout ça, puis aussi cette capacité-là à traduire des affaires vraiment compliquées, puis c'est vraiment difficile. C'est sérieux, là. C'est un art. C'est difficile. Puis je veux pas diminuer le travail d'autres collègues là, qui travaillent dans d'autres domaines, mais c'est pas le même défi qu'un chroniqueur sportif qui va parler du défenseur du Canadien que tout le monde connaît. Fait que tu dis son nom, puis ça va pas surprendre personne. Les gens le connaissent. Puis il y a d'autres défis liés à ça. Là. C'est pas que c'est pas ces gens-là ont un travail qui est difficile par ailleurs. Mais là, le défi, là, on a Stéphanie Jolicoeur, pour ne pas la nommer, qui a répondu une question sur le condensat de Bose-Einstein. Oui, sacré sujet. Non, mais sérieux, je veux dire, le niveau de difficulté, là... Il est à la radio, en plus. Ouais, t'as pas de graphique. Je veux dire, sincèrement, là... Moi, je serais pas capable. C'est hyper... Le niveau de difficulté, il est là. À la limite, quelqu'un qui va parler, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui va parler d'un poisson, quelqu'un qui travaille sur la biologie des poissons, au moins, tu sais c'est quoi, c'est un poisson. Puis tu sais c'est quoi, c'est un lac, puis tu sais c'est quoi. Je veux dire, mais là, tu parles là, de trucs très abstrait, puis aux limites de la théorie, puis de la physique théorique. Je veux dire, on est dans 8 minutes. En 8 minutes, en perdant pas les gens. Fait que, je veux dire, si t'as pas la passion, là, littéralement, comme tatouée sur le cœur, là, puis que t'as pas cette faculté-là. Il y a même des gens en physique qui sont même pas capables de faire ça, là. Non, bien sûr. Il y a des gens aussi qui vont dire, oui, il y a une traduction, puis il y a une perte, parce que la métaphore n'est pas si vraie que ça. Puis tu le sais, là. C'est ça, il y a des fois que tu tournes les coins ronds pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est-tu mieux qu'on ne l'explique pas pantoute, ou bien qu'on attende d'avoir les conditions ultra idéales avec les infographies 3D? Mais surtout que les personnes qui se plaignent qu'on a tourné les coins ronds ou que c'était pas 100% précis, mais c'est des gens pour qui c'était
c'était pas pour eux, la communication, en fait. Oh. Donc, Ben, c'est ça. en Puis fait, moi, c'est pas pour toi, mais la personne à qui c'était destiné, peut-être qu'elle a interprété bien suffisamment. Hum, Et c'est souvent ça la problématique j'enseigne beaucoup aux chercheurs la vulgarisation scientifique. Et c'est souvent ça la problématique, c'est de se rappeler que son public, c'est pas ses pairs, quoi. ben voilà. Puis je comprends aussi que pour un scientifique, ça doit être Oui, super bien sûr. difficile parce que tu le sais que tes pairs, ils t'écoutent. Là. Ouais, Puis là, t'as plein de pairs qui doivent se dire ah ben moi, je l'aurais pas dit comme ça. Puis bien sûr. Puis en même temps, mais moi, j'ai le goût de dire, parce que ça arrive quelquefois là, qu'on a des critiques de gens, des spécialistes dans un domaine, tu sais, ça arrive vraiment pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois, puis des fois, c'est des critiques qui sont très... on sent la mauvaise foi, tu sais, je dirais. On sent la mauvaise foi, puis j'aurais le goût de répondre... Ouais, on sent l'ego. Puis moi, j'aurais le goût de dire à ces personnes-là, genre, ben, fais-la la chronique, toi, si t'es meilleur, tu sais, viens 8 minutes, là, essayer d'expliquer ça, puis que les gens te suivent, puis que c'est intéressant. Puis qu'à la fin, genre, le grand public, là, dont plein d'enfants, d'ailleurs, qui nous écoutent, là, ont compris, puis ont le goût d'en écouter d'autres, là. Tu sais, c'est comme... Puis autre défi. Hein. C'est un défi. Puis l'autre affaire, en plus, c'est que je dirais, c'est quelque chose d'en faire une, mais dans 2 semaines, t'en as une autre. Puis dans 2 semaines, après, t'en as une autre. Puis c'est les questions, ça change tout le temps. Fait que moi, j'ai beaucoup de respect, justement, pour les coureurs de fond, là, puis les marathoniens, là, parce que, c'est correct, là, tu cours 1 kilomètre, 2, 3, mais tu cours en 10, cours en 20, cours en 30, là, c'est comme quand tu arrives au 30e, là, c'est là que, on sépare les... c'est là qu'il y a le mur. Ouais, c'est ça. Là. Fait que c'est pour ça aussi que, les gens qui sont là, moi, j'ai un respect énorme, là, pour les gens, justement, t'en as fait 80, là, c'est 80 fois, là, que tu te creuses la tête, là, puis t'essaies de trouver des bonnes métaphores, puis... Fait que, c'est aussi ça, là, moi, la durée, j'ai toujours respecté ça dans tous les domaines, les gens qui durent, les artistes, et même des artistes, j'aime pas du tout, là, mais quand ça fait 50 ans, là, que tu as ton public, que tu le respectes, que tu sors des disques, que les gens te suivent, que tu es toujours là, tu t'honores tes shows, tu es comme respect. C'est comme... Puis en vulgarisation aussi, c'est ça. En vulgarisation, je trouve que le savoir sur la manière de faire ça, ça vient aussi en le faisant. Là. Surtout, oui. Tu le fais, puis à un moment donné, tu deviens bon, trouver les bonnes métaphores, puis de savoir où ouvrir les parenthèses, puis c'est un sacré travail. Puis moi, j'ai un respect comme tellement énorme là, pour tout le monde qui fait ça. À la fois les gens qui sont en journalisme, mais les chercheurs aussi qui acceptent de se prêter au jeu. Se prêter au jeu, puis de sortir de leur langage savant qui est tellement, qui est d'une certaine manière, qui est réconfortant parce que c'est un langage, tu parles à du monde, tout le monde comprend quand tu parles de telle protéine, puis tu parles d'une abréviation, puis c'est pas grave, puis comme tu te comprends au quart de tour. Là. Le grand public, là, quand tu dis SG3R, là, ils sont juste comme de quoi tu parles. Bien sûr. Ouais, fait que je trouve que cette volonté-là de faire une traduction qui est des fois un peu bancale, mais je pense que c'est mieux d'avoir une idée générale bonne, même si tu tournes un peu les coins ronds, que d'être vraiment comme pinpoint. Mais il y a des choses que tu le sais, là. Si t'es pas un ultra méga surspécialisé, là, je veux dire, il y a des choses que tu comprends même pas là, quand ton collègue le fait dans le même domaine que toi. Là. Puis vous avez peut-être un statut qui fait que c'est compliqué pour vous de tourner les coins ronds, dans le sens où vous êtes une radio publique, service public, donc on exige de vous peut-être beaucoup plus que ce qu'on exigerait de moi en tant qu'individu sur YouTube, quoi. Ben oui, parce qu'on a un ombudsman aussi. Ombudsman. Alors ça, il va falloir que tu expliques ce que c'est, ombudsman. Quand les gens ne sont pas satisfaits du traitement qui a été fait, de l'information, ou qui ont l'impression qu'on les a pas respectés, qu'on a ri d'un groupe sociodémographique, qu'on s'est moqué de quelque chose, qu'on est complètement à côté, ben tu peux faire une plainte. Et donc, l'ombudsman dans le fond, c'est le défenseur du public. Qui est dans Radio-Canada. Ouais. Donc, ça, c'est pas tous les médias qui ont ça aussi, là, parce qu'il y a plein de médias qui n'ont pas du tout... Ah ben moi, tu peux bien te plaindre. Non, mais c'est ça. Mais puis ça, c'est aussi le fait d'avoir... Dans un média public, c'est aussi ça, parce que le public a le droit de dire, ben écoutez, vous avez erré quand vous avez dit telle affaire, telle affaire, puis on t'a entendu, puis l'ombudsman, ben c'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent qu'on a eu vraiment des plaintes là, sur des... En fait, est-ce qu'on en a eu? On en a eu quelques-unes.
Quelques-unes. Ouais. Est-ce que quand tu reçois un ombudsman, c'est grave ou c'est un peu le quotidien d'être journaliste ou d'être à Ben, Radio-Canada? ça dépend dans quoi tu travailles aussi. OK. Ça dépend dans quoi tu travailles. Tu sais, comme par exemple, les gens qui sont tu sais, dans l'information politique. Là, ça, c'est sûr que tu vas en recevoir plus des plaintes par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de Ouais. gens qui sont tranchés, pas parce que ça a été mal fait, c'est ça? Ben, des fois, ça a été mal fait. Ouais. Des fois, c'est que tu as oublié d'amener. Tu sais, des fois, dans un sujet, tu as oublié carrément d'amener un aspect X. Mais tu vois, même dans la pandémie, nous, on a parlé beaucoup de vaccination puis tout ça, puis on n'a jamais eu de plainte. Je pense que les gens savaient que, de toute façon, c'était peine perdue. Mais je veux dire, je pense pas qu'on a profité du fait qu'on se pensait bon puis qu'on avait les meilleurs spécialistes pour justement tourner les coins ronds. Mais c'est sûr que quand tu as un infectiologue reconnu, qui est dans 8 groupes de recherche, qui vient de parler de comment un vaccin fonctionne, là, je pense qu'il faut que tu te lèves de très, très de bonne heure pour venir dire à un instant, monsieur, ce que vous avez dit est complètement faux. Là, parce que ces gens-là aussi, là, leurs collègues les écoutent. Là. Bien sûr, ouais. Fait que c'est sûr que toi, là, comme infectiologue, tu commenceras pas à aller dire comme plein d'affaires, comme pas rapport en lien avec ton domaine. Puis ça, c'est un domaine, mais même affaire pour les ingénieurs, mais même chose pour les astrophysiciens. C'est sûr que il y a une forme de contrôle, d'une certaine manière, de la qualité de l'information qui vient du fait que ces gens-là savent très bien que peut-être que s'ils disent un truc, le grand public ne se rendra pas compte que c'est pas vrai, mais il va y avoir 8 personnes qui vont écrire, qui vont dire « Hey, franchement, là, cette personne-là parle, je sais pas, de telle propriété de la gravité, puis c'est pas vrai du tout. » Tu sais, c'est sûr qu'il y a ce contrôle-là qui se fait de manière presque inconsciente. Là, je veux dire, ces gens-là sont honnêtes, là, dans le sens, ils vont pas commencer à dire n'importe quoi par rapport à leur science juste pour impressionner le grand public ou juste pour faire plaisir au grand public. Ou, c'est ça, là, c'est que... Ben après, il y a une limite à ça. On l'a vu plus en France qu'au Québec, où les chercheurs sont pas tous... Ouais. Voilà. Bon, on en a eu quelques cas ici aussi. Mais tu sais, la question du consensus scientifique aussi, c'est une question qui est très... Au début de COVID, c'est compliqué d'avoir le consensus. Oui. Puis on l'a vu aussi avec plein d'aspects de la COVID, là, encore aujourd'hui, qui sont pas tous réglés. Là. Fait que c'est sûr que ça a été une espèce de crash course pour bien des gens là, sur la manière justement dont on en vient à des consensus, la manière dont certaines études sont contestées à l'interne, avec raison, des études qui passent pas la rampe, des études qui sont retirées par la suite parce qu'on s'est rendu compte que le protocole était tout croche. Fait que ça, c'était dur parce qu'en plus, les gens vivaient ça en étant barricadés chez eux, où on leur disait de mettre un masque, puis d'aller se faire vacciner, puis là, ils se sentaient, puis ils disaient « Ah, mais là, les gens sont même pas d'accord entre eux. » Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que cet aspect-là, ça, on est plus dans la sociologie de la science, puis dans l'histoire des sciences, mais en même temps, c'est important qu'on en parle. Le moteur de recherche, souvent, c'est des sujets. Il y a plein de trucs qui sont réglés depuis longtemps, sauf qu'il n'y avait jamais eu de questions là-dessus. Fait que c'est quand même cool parce que là, on apprend, par exemple, justement, là, récemment, c'était sur un fruit qu'il y a dans les Antilles, en fait, dont la famille est dans les Antilles, puis c'est les anonacées dont la consommation, disons, excessive peut mener à des syndromes parkinsoniens. Un fruit. Un fruit, oui. Donc, il y a le corosol. Donc, c'est des gens qui nous écoutent dans les Antilles. Probablement que vous en avez déjà... Corosol. Le corosol. Okay. C-O-R-O. Ça ressemble un peu à une mangue. OK. Ouais. Puis c'est une chair jaune. Là. C'est comme une chair un peu comme la banane, entre la banane puis la mangue. On dit que ça goûte entre la banane et la mangue. Il paraît que c'est très bon, d'ailleurs. OK. Puis là, il y a de la recherche quand même assez solide là, qui montre qu'il y a des composés dans ce fruit-là qui interfèrent avec le fonctionnement des mitochondries. Puis ça mène en tout cas à de la dégénérescence neuronale avec des syndromes qu'on appelle les syndromes parkinsoniens. Là. Puis ça, c'est assez clair. Là. Mais bon, il n'y a jamais personne qui a posé de questions là-dessus. Puis disons que ça a l'air que le lien causal est assez fort. C'est pas que de la corrélation. Ouais. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que il n'y a pas vraiment de débat dans le sens que tu invites quelqu'un, puis là, la personne va te dire bon, ben c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'on a observé, blablabla. Mais ça arrive aussi des domaines où c'est comme un peu plus flou, mais on le dit aussi. Quand c'est des plus flous, ben, on le souligne. On dit, ben ça, là-dessus, on ne sait pas trop encore. Fait que je dirais que cet aspect-là aussi nous
prémunis envers trop de plaintes à l'Ombudsman. Mais cela dit, on n'en a pas eu, vraiment pas beaucoup. OK. En 3000 questions, écoute, on a peut-être eu 2. OK. Ouais. Donc il y a les plaintes à l'Ombudsman, mais il y a aussi des fois que vous recevez des mails qui vont dire que c'est faux ce qui a été dit. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous allez vérifier que c'est Oui. faux? Ouais. Oui. On en reçoit. On a eu un cas récemment, justement, avec un auditeur qui s'était fourvoyé, d'ailleurs. Puis c'est ça aussi. On a des auditeurs, des fois, qui se pensent Bien sûr. très brillants. Mmh. Puis il y a des auditeurs aussi, par exemple, tu sais, souvent dans les trucs de médecine naturelle, Mhm. ben, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui font le commerce de toutes ça, sortes ouais. de trucs, des substances, des produits. Puis là, quand on arrive en onde puis qu'on dit, ben ça marche pas pantoute, ben c'est sûr que ces gens-là vont se dire, oh mon Dieu, c'est mon gagne-pain qui Mhm. Ça nous était arrivé qui est une fois avec une de menacé. mes chroniques d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. C'était quoi déjà? Je crois que c'était sur une noix de cajou ou une noix quelque chose. Ah ouais, hein? J'avais expliqué que c'est la façon dont elles étaient récoltées, c'était nocif pour les mains des femmes qui le faisaient. Ah oui. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit en n'étant vraiment pas content, puis on a compris que c'était son business en réalité. Ouais. Et en fait, il aurait fallu que j'ajoute une phrase sur le commerce équitable qui existe et tout ça. Ouais. Mais tu vois, c'est ça c'est super important. Ça, parce que c'est dur, ça. Oui, c'est Ouais. dur parce que tu peux juste oublier une petite affaire, Ouais, puis là, tu te ramasses avec une plainte à l'Ombudsman, puis tu n'as pas le choix aussi. bien Mais sûr. souvent, ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'aller jusqu'à l'Ombudsman, parce qu'on peut faire amende honorable aussi. On peut dire, ben, vous savez, il y a 2 semaines, on a parlé de telle affaire, on a oublié de mentionner tel truc, puis on écrit à la personne en disant, ben, on va rectifier. Puis souvent, ben, ça s'arrête là. La personne dit, bon, Ouais. OK, ben merci. Mais c'est rare, tu sais, que la personne va dire, non, je continue, je vais me rendre jusqu'à l'Ombudsman. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va pas toujours direct à l'Ombudsman. En fait, ça va pas jamais direct à l'Ombudsman. Ça commence par un par courriel. nous, Ouais. puis là, ben, c'est ça, on fait un travail. Mais je dirais que on a quand même une bonne moyenne, là, parce que, tu sais, on a quand même fait des trucs, plein de sujets qui sont, c'est ça, des fois, puis des fois, tu le vois pas venir, là. Non, tu vas pas C'est venir. ça. Des fois, c'est des affaires, tu penses que... Et puis finalement, on n'avait pas fait de correction sur celui-là parce que je sais plus si c'était Commerce Équitable ou un autre label. On était là, mais on peut pas, on n'a aucune preuve que le label finalement Ouais. se comporte mieux Ouais. que l'absence de label. Mhm. Donc on peut pas faire de correctif. Ouais. Et puis finalement, ça en était resté là. Mais... Ben, c'est ça, des fois, les gens ils disent, ben, ça vaut-tu la peine de continuer? Mhm. Puis bon, peut-être qu'il y a des gens qui arrêtent de nous écouter aussi. là. C'est Ça sûr se qu'on a peut, perdu ouais. des auditeurs comme ça parce que, tu sais, il y a des gens qui croient dur comme fer à plein de Mhm. plus ou moins bonnes sciences. Des sciences qu'on n'a rien prouvé, mais c'est pas grave de prendre ces produits-là ou de continuer à faire ces trucs-là, ça ne va pas te blesser. Puis il y a des trucs dont on sait que, ben, c'est vraiment, ça peut te rendre malade, puis ça, il faut le dire. Fait que probablement qu'il y a des gens qui se disent, bon, ben, je vais continuer à faire ma petite business, puis je vais les oublier. Puis, fait que toi, Mais donc, le fond de ma question, c'était, vous prenez toujours en considération les attaques ou en tout cas Oui. le fait qu'on vous dise ça c'est faux parce que vous voulez le rectifier si jamais il y a besoin de rectification. Oui. Ok. Tous les courriels qu'on reçoit, on les lit, Ouais. on les juge, puis si les gens nous disent qu'on a erré, on va pas mettre ça à la poubelle. Là. On fait une vérification, puis tu sais, c'est littéralement notre ADN. Là. C'est comme nous, on vit par les questions du public, puis dans l'interaction avec le public aussi. Fait que c'est sûr que si on fait pas attention à ça, je pense qu'on s'éloigne aussi de notre mandat premier. Fait que c'est super important pour nous d'avoir cette décence-là, ce respect-là, d'écouter, d'être... On est vraiment dans une relation, je dirais, très intime, avec le public. Les gens nous écoutent beaucoup, là, puis en famille, puis c'est vraiment... Puis on est des fois, tu te rends compte que t'es comme important dans la vie du monde, là, que les gens t'écoutent, puis quand tu dis quelque chose, là, parce que ça a été dit chez toi, là, c'est comme... Mais du coup, ça amène un gros stress parce que ben oui, quand tu penses à ça, ouais. les rares fois où, parce que ça a dû arriver que vous ayez des erreurs quand même, puis qu'il y ait des corrections à faire. L'erreur est humaine. Même des grands scientifiques se trompent aussi en parlant. Comment tu le vis
d'avoir à aller Ça fait rectifier mal. ça. Ça fait mal. Moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, des fois, des gens qui m'écrivent pour me dire que j'ai mal accordé un verbe. Ah oui, le français, c'est Des sûr, fois, le français, ça arrive des petites fautes. Là. Ouais. Bon, ça fait toujours mal. Des fois, c'est des erreurs factuelles. Si tu te trompes carrément sur une date ou un chiffre. Puis c'est sérieux, ça fait mal. Moi, c'est des trucs qui me tiennent réveillé, là, littéralement. Là. Ouais. Je comprends. Ouais, c'est comme... si tu reçois ça, puis là, tu fais « Ah non. » Puis là, tu te dis un truc. Puis moi, je le prends très personnel. Là, fait que je pense que aussi c'est une espèce de garde-fou aussi, d'une certaine manière, parce que ça fait tellement mal quand tu le reçois que je trouve que tu y penses plus en te préparant. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que je pense que les gens que ça dérange moins, mais c'est sûr que je pense que ça doit influencer la manière dont ils se préparent. Mais c'est sûr que moi, je trouve que c'est un garde-fou, le fait que c'est vraiment quelque chose qui te marque, puis tu réfléchis, tu revois tes chiffres, tu les revois, puis en même temps, mais c'est sûr que moi, il y a plein de domaines, en fait, dans tous les domaines, je ne suis pas spécialiste, un petit peu plus en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, mais en même temps, je ne suis pas un scientifique d'intelligence artificielle. C'est juste que j'ai couvert la techno pendant 7 ans avant de commencer moteur de recherche. Fait que c'est sûr que, puis j'ai fait un documentaire sur l'intelligence artificielle, puis j'ai viens d'écrire un livre là-dessus, fait que je connais un peu plus ça. Fait que c'est sûr que des fois, je suis plus capable de détecter des erreurs, mais c'est sûr que, mettons, toi, tu vas venir me parler d'un IRM. Je te fais 100% confiance. Là. Je veux dire, je peux pas dire « Ah non, telle affaire, c'est pas... » Fait que c'est sûr que ça arrive des fois qu'il y a des trucs que je peux voir, mais en même temps, je veux dire, c'est une chaîne. Je sais que les gens qui viennent à l'émission, ils viennent des milieux scientifiques, fait qu'ils n'ont pas intérêt non plus à dire n'importe quoi. Puis, s'ils disent n'importe quoi, on va le savoir très rapidement. De toute façon, s'il y a erreur, c'est rarement volontaire. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais, non, mais exactement. Et puis, s'il y avait erreur et pas volontaire, c'est pas toi le plus embêté. Hein. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Puis, on va le savoir rapidement. Puis, c'est jamais arrivé là, des gens dont on se rendait compte que c'était des fakes. Là, des fakes, puis ils venaient en ondes, puis disaient n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme... il y a une forme de régulation, parce que quand les gens viennent de milieux, puis des journalistes connus, ils vont pas commencer à dire Valérie Borde là, de l'actualité. Là, moi, quand elle va dire quelque chose, là, je sais qu'elle a vérifié, puis elle a revérifié. Tu connais son processus de travail. C'est ça, je veux dire, je lui fais confiance. Là. Est-ce que ce serait peut-être le thème avec lequel je finirai sur le type de questions que le public pose? Tu l'as déjà dit, des fois, le public ne pose pas des questions où tu serais toi-même expert, mais aussi, on a cette problématique aujourd'hui où on a des gros problèmes de société et on sait que les gens ne cliquent pas quand il y a des articles à ce sujet-là, changement climatique, donc éco-anxiété, tout ça, parce que ça génère de l'anxiété. Oui. Et donc, ça veut dire, j'imagine, que les questions que vous recevez, il n'y en a aucune qui va dans ce sens-là, ou très peu. Est-ce que je me trompe là-dessus? Tu as bien raison. Ouais. Est-ce que c'est une frustration pour toi, ou est-ce que tu trouves un moyen d'amener ces sujets-là quand même? C'est une super bonne question, parce qu'effectivement, il y a des sujets pour lesquels on reçoit vraiment très peu de questions. Oui, on essaie des fois dans des chroniques d'intégrer, parce qu'évidemment, les questions, souvent, c'est des points de départ, puis les questions, des fois, on va même pouvoir y répondre tu le sais, là, des fois, il y a des questions, on fait le tour en 2 minutes. Oui, c'est un post-it, littéralement. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est chouette parce qu'on peut s'en servir comme vraiment d'un hameçon pour aller plus loin dans un domaine X, Y, Z. Puis là, on a comme plus le loisir de choisir un peu la manière dont on va traiter de cette question-là. Fait que oui, c'est sûr que ça nous permet vraiment, ces questions-là, d'aller plus loin puis de réussir à passer des choses qui passeraient peut-être un peu moins. Mais ça dépend du chroniqueur, ça veut dire? Ça dépend du chroniqueur, mais je dirais que nos chroniqueurs sont quand même assez... sont capables de faire cette espèce de travail-là, je dirais, de mise en contexte. Puis on le fait aussi, comme nous, comme équipe. Là, ça arrive des fois qu'on reçoit des trucs où on a un invité, où on a une question. Ça, on va le faire plus, par exemple, avec des invités. On a une question sur un sujet très précis. Comme là, tu vois, on avait une question sur quelqu'un qui voulait savoir son auto de 175 000 km. Est-ce que c'est mieux qu'il l'use à la corde avant de s'acheter une auto électrique plutôt que d'acheter une auto électrique maintenant? Qu'il n'aura pas avant 2 ans. Oui, c'est ça qu'il n'y a pas exactement, oui. Puis là, c'est sûr que, comme dans la chronique, c'était d'ailleurs il y a quelques jours, là, on a quand même souligné le fait que l'auto solo, même électrique, ça règle pas tout. Là. C'est pas parce qu'on change
tout le parc automobile d'auto moteur à combustion, moteur électrique, qu'on va régler tous les problèmes. Là, ça ne règle pas le problème de l'étalement urbain, ça ne règle pas le problème de la surexploitation des ressources, ça ne règle pas le problème de la sédentarité. Fait il y a plein d'affaires que ça ne règle pas, puis on l'a quand même souligné, mais la personne ne voulait pas savoir ça, mais on a quand même souligné à la fin que c'est sûr que si tu habites à Chibougamau, le transport en commun, il n'y en a pas. T'sais. Il te faut une voiture. C'est ça, il te faut une voiture. Mais on essaie quand même, quand on parle de grandes questions, d'essayer aussi d'intégrer le big picture là-dedans pour que ça ne soit pas juste comme cette question très pointue-là qui soit répondue, puis qu'on ne mette pas un peu de contexte. Puis c'est sûr que nous, à l'émission, on a quand même un parti pris, mais en même temps, je veux dire, est-ce que c'est un parti pris de prendre en ligne de compte le fait qu'on est dans on a une sacrée problématique climatique? Je veux dire, je pense pas. Je pense pas que ce soit un parti pris. C'est pour ça aussi que scientifiquement, il y a des affaires sur lesquelles on est quand même on se sent très justifié d'amener ces questions-là parce que c'est partout, puis on essaie de donner un peu de contexte aussi. Puis manifestement, ça fonctionne bien parce que l'émission, on est quand même promis dans notre case horaire, il faut le faire quand même, là, dans le grand marché radiophonique à Montréal, là, quand même, qui est quand même pas mal encombré. Il y a beaucoup de stations, il y a beaucoup d'offres. Puis nous, on est number one, on est numéro 1 là, dans notre case horaire du 7 à 8, là, devant des affaires comme justement beaucoup plus grand public. Là, comme, je reviens avec cet exemple-là, mais le condensat de Bose-Einstein, là, de parler de ça à la radio en prime time à 19h15 un mardi soir, là, je veux dire, je suis quand même assez content de voir qu'on en parle puis que les gens continuent de nous suivre puis on est encore numéro 1. Là. Fait que ça, c'est quand même... C'est chouette. Là. Le petit... la petite capsule lipidique là, qui va porter l'ARN, là, je trouve que là, on a fait notre travail. Là. C'était En si bon terme, le dernier épisode de la première saison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter, le liker sur la plateforme où vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de ce qu'il faudrait améliorer. Parce que c'est particulièrement quand on est entre 2 saisons qu'on peut repenser un concept d'émission. Alors, je suis vraiment à votre écoute. Dites-moi. Qu'est-ce qu'on améliore pour la prochaine saison? On se retrouve probablement l'année prochaine pour une seconde saison, si ça vous tente. À la prochaine.